Bonjour à tous, merci de nous suivre dans cette émission, l'invité politique. Nous sommes ici au Labo 6 et au contrôle, c'est Antoine Kouré, l'homme orchestre qui est à la lumière, au son, à la régie et derrière toutes ces caméras-là pour nous permettre de communiquer avec vous. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est court-circuit à la CIE, la Côte d'Ivoire brûle-t-elle? Et pour en parler, donc pour avoir l'analyse d'un politicien qui est au parfum de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous avons Doumbia Major sur notre plateau, qui est le président du Congrès panafricain pour le renouveau. Bonjour Monsieur Doumbia. Oui, monsieur, bonjour. Merci d'être venu ici sur notre plateau pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de cette situation-là qui chauffe un peu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens trouvent que leurs factures sont salées. Ils ne sont pas d'accord avec la gestion de la compagnie ivoirienne d'électricité, donc la CIE, un peu partout, hein, même dans des villes comme Yamoussoukro où il ne se passe rien, qui est quand même un fief du RHDP par excellence, Bouaké ou le fief de la rébellion qui a porté quand même Alassane Ouattara au pouvoir. Toutes ces villes-là sont en train de brûler aujourd'hui. Comment vous percevez ça ici à Paris? Écoutez, nous disons que c'est déplorable que nous en arrivons à cette situation. C'est une situation qui était prévisible parce que, vous savez, depuis 2013, quand même, le Fonds monétaire international demande à un certain nombre de pays africains, dans le cadre de l'ajustement de leurs finances, de lever les subventions sur les énergies, et notamment le gaz et l'électricité. Et donc, pour pouvoir bénéficier de certaines facilités de crédit. Voyez-vous, donc, un certain nombre de pays africains ont accédé à ces exigences et la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi en 2015, le FMI a remercié la Côte d'Ivoire d'avoir fermé un certain nombre de banques qui étaient des banques publiques et d'avoir suspendu en partie la subvention sur le gaz et aussi remercié pour les nouveaux tarifs de l'électricité. Et donc, ce sont des exigences du Fonds monétaire international et que met en œuvre M. Ouattara. Et il est bien entendu que, étant donné que cela ne tient pas compte de la réalité du terrain, du vécu des Ivoiriens, cela ne peut entraîner que des remous sociaux. Nous condamnons... Aujourd'hui, quelle est la réponse du président Alassane Dramane Ouattara face à cette montée-là de dénonciation, à cette montée de température en Côte d'Ivoire? M. Ouattara avait pris un engagement public qui est de dire qu'il était pour l'annulation de ces augmentations, donc revenir au tarif de 2015. Donc, les 5% qui avaient été mis sur les tarifs, en plus des 10% de 2015, devaient être annulés. Et les Ivoiriens ont été surpris de voir que cette promesse a été que du vent. Et aujourd'hui, il y a une très grande déception où le président est comparé à celui qui prend des mesures qui ne s'appliquent jamais. Et désormais, lui ont trouvé un nom à l'image de celui de son prédécesseur qui était le boulanger, lui ont trouvé le nom de couturier. Celui qui prend les mesures et qui ne finit jamais ou qui n'arrive jamais à les appliquer ou qui ne sont pas suivis d'effets. Voyez-vous, donc il y a une certaine déception. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que le fait que ça brûle à Yamoussoukro, le fait que ça brûle à Bouaké un peu partout, comme au début j'ai dit, hein, Yamoussoukro c'est quand même un fief RHDP par excellence. On ne peut pas faire mieux. Bouaké, c'est l'endroit par excellence qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir. Et quand ces deux endroits brûlent, est-ce que le chant du cygne n'est pas un signe? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture sociale entre Alassane Ouattara et ses sujets? Et ça démontre qu'il y a une certaine prise de conscience des Ivoiriens qui aujourd'hui ne suivent plus un individu du fait de son ethnie. Parce que jusque-là, c'était une prise en otage des populations sur la base affective, émotionnelle, sur la question de l'ethnicité. Mais aujourd'hui, ce sont les intérêts propres, le vécu des Ivoiriens qui est pris en compte dans leur analyse de la situation. Alors, qu'ils soient anciennement RHDP ou PDCU ou RDR, aujourd'hui, cela n'est plus pris en compte. Les gens parlent de ce qu'ils vivent
de leurs souffrances, et surtout quand ils voient le train de vie de l'État avec Ouattara et ses ministres qui détournent les fonds à profusion, quand ils voient des gens qu'ils ont connus, avec lesquels ils ont vécu, qui roulent carrosse à Abidjan, et donc tous ces enrichissements illicites, ces contrats, ces détournements à l'université, 100 et quelques milliards et tout ça, ils se disent qu'ils ne seront pas ceux-là qui vont payer, qui vont serrer la ceinture au moment où d'autres vivent une vie de pacha. Donc il y a une prise de conscience au niveau des populations qui, au-delà, qui donc traversant les ethnies, les religions et autres, sont en train de comprendre qu'aujourd'hui, quand il y a un problème social, ça ne concerne pas le fait qu'on soit militant ou pas du RHDP, mais il faut se battre chacun pour l'amélioration de ses conditions de vie. Il y a un véritable problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le différentiel des richesses entre les pauvres et les nouveaux riches. Voilà, qui sont riches parce qu'ils sont fils d'eux, qui sont riches parce qu'ils sont du clan de Ouattara, qui sont riches parce qu'ils font partie de ce que l'on appelle un réseau mafieux. Et donc, les Ivoiriens le constatent, les Ivoiriens voient l'injustice sociale, les Ivoiriens voient qu'il n'y a pas de redistribution équitable des ressources, les Ivoiriens voient que leurs droits ne sont pas respectés et que les autorités, sinon les gouvernants, sont dans un mépris total vis-à-vis de la misère. Doumbia Major, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le ministre chargé justement de cette affaire-là rende le tablier? Ben, écoutez, c'est une question de système. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des exigences du Fonds monétaire international. Alors, Ouattara a accepté de mettre ça, vous son l'avez dit, mais pays. ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le ministre doit partir? Ça ne résoudra pas le problème. Oui, mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il doit partir? Je pense que c'est ce système qui doit partir. Le système de Ouattara, parce qu'on ne peut pas prendre cette option de faire gérer son pays uniquement par des dettes. Quand on gère son pays uniquement par des dettes, avec un plan qu'ils appellent le plan de développement 2015-2016, qui aujourd'hui sollicite des fonds à hauteur de 30 000 milliards et qui ne trouvent pas satisfaction sur les marchés européens, ils sont obligés de recourir au FMI. Le FMI leur fait des exigences. Voilà, donc c'est un choix de politique, c'est un choix de faire vivre un pays sur la base de la dette, au lieu de choisir de faire vivre ce pays-là sur la base de ses ressources propres. Et c'est ce choix qui, aujourd'hui, pose ces problèmes-là que vous voyez. Où en est l'émergence de la Côte d'Ivoire alors? Ben, la Côte d'Ivoire, elle est en émergence plutôt. On ne parle pas d'émergence. Les populations, vous voyez qu'elles ont la tête sous l'eau. Elles sont asphyxiées par l'impôt, par des taxes, des redevances farfelues, les redevances sur la télévision qui sont imposées même à des moulins où il n'y a pas de télévision. C'est cela. L'État qui était censé être l'État protecteur des citoyens devient un État voleur. Et le peuple crie son ras-le-bol. Quand le peuple crie son ras-le-bol, qu'est-ce qui se passe? Le peuple va chercher son dû chez ceux qu'il considère comme étant ses oppresseurs. Et c'est ça la réalité. Des gens qu'ils ont vus, qui étaient avec eux, qui prétendaient se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie, qui sont totalement riches, alors qu'eux, ils sont dans la misère, une misère indescriptible. C'est cela, la réalité du peuple aujourd'hui. Si on fait un peu d'historique, on se rend compte que l'histoire de la Côte d'Ivoire est quand même jalonnée d'une question d'électricité. Au début des années 90, on se rappelle, sur les campus universitaires à Abidjan, à la veille des partiels, il y avait eu des coupures d'électricité. Ça n'est suivi une grève des étudiants, une grève des enseignants, une grève de toute la Côte d'Ivoire, une grève politique qui a tordu la main à feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, pour accepter le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et donc cette histoire d'électricité a été quelque chose de minime, mais qui a quand même entraîné des effets irréversibles pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes dans la même configuration aujourd'hui avec la CIE? Ben, vous dites, le courant, c'est toujours électrique. C'est vrai, il y a des ébullitions, mais je pense que ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas la même situation. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol du fait que les autorités actuelles mentent. Ils ne disent pas la vérité. Ils camouflent la vérité. Quand vous êtes dans une situation où on vous met la pression d'une certaine façon, il faut dire au peuple que nous n'avons pas les moyens. Nous vivons de dettes. Et ces dettes-là, ceux qui nous donnent de l'argent, nous imposent de vous ponctionner ou d'augmenter le prix de l'électricité. Voilà, il faut identifier clairement la source du mal. Mais eux, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Ils mentent d'une partie au peuple, ils ne font que mentir.
Ouattara, par exemple, qui prend l'engagement dernièrement de mettre en place un fonds d'aide aux plus défavorisés, une sorte de RSA à l'ivoirienne. Mais c'est un engagement public. Quand vous dites que vous mettez en place un revenu minimum vital pour ceux qui ne travaillent pas indépendamment de leur volonté pour 2016 et qu'aujourd'hui, en juin, juillet, les gens ne voient rien, comment est-ce que vous voulez qu'ils vous considèrent? Moi, c'est un peu cela, des promesses, 5 universités en 5 ans, donnez-moi 5 ans et après ça, je transformerai vos vies. Et que les Ivoiriens se rendent compte que leur vie n'est pas transformée et que bien au contraire, ils sont dans une sorte de paupérisation ou d'une pauvreté indescriptible. Cela, quand même, amène les gens à se dire on a affaire à quelqu'un qui, aujourd'hui, comme il l'appelle, le couturier, le super menteur. C'est déplorable que nous soyons arrivés à une sorte de démystification et de démythification du président. Or, quand le président est démythifié, vous comprenez que c'est le début d'un processus que vous avez appelé le chant du cygne. Est-ce que justement cette histoire d'électricité, de facture ne cristallise pas tous les mécontentements des Ivoiriens? On vous a déjà reçu, on a parlé du coût de l'université qui devient inaccessible, on a parlé des routes qui ne sont pas faites, on a parlé du salariat qui n'est pas à hauteur de souhait, on a parlé des soins à l'hôpital, enfin on pourrait citer beaucoup de choses. Est-ce que finalement cette histoire de facture-là n'est pas une occasion pour les Ivoiriens de montrer les crocs par rapport à tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? C'est une sorte de goutte d'eau qui déborde. Voilà, et les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués des mensonges de Ouattara. Les gens se rendent compte d'une sorte d'imposture. Ouattara qui disait partout qu'il allait faire pleuvoir les milliards. Les gens se rendent compte qu'il est en train d'endetter le pays de façon exponentielle. Et ce qui se fait est grave. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7 000 milliards de dettes, 7 500 milliards de dettes. Ça veut dire qu'avant même le PPTE donc, qui a annulé les dettes pour faire passer la Côte d'Ivoire dans ce qu'ils appellent les pays pauvres très endettés en annulant les dettes, c'est-à-dire le stock de la dette a été renouvelé. Et nous avons dépassé ce stock de la dette-là. Donc ça veut dire quoi? Que des individus sont en train surtout de s'enrichir et d'enrichir les gens de leur clan sur le dos du peuple dont les richesses sont hypothéquées. C'est-à-dire, non seulement ils pillent les richesses au quotidien de la nation à travers des marchés. Vous avez vu que sur 150 marchés publics donnés, il y a 102, selon l'autorité de régulation des marchés publics, qui ont été passés de manière irrégulière. Donc, Ouattara est en train d'enrichir son clan avec des dettes, avec des travaux farfelus et autres. Et même, tout ça, voyez-vous, se fait sur le dos du peuple. On s'enrichit dans le présent et on s'enrichit dans le futur, c'est-à-dire les enfants même qui ne sont pas nés vont payer des dettes qui enrichissent des gens aujourd'hui, alors que ces richesses-là ne vont pas dans le sens du développement de la nation, dans le sens de la création d'emplois, mais souvent ce sont des travaux farfelus, des travaux surfacturés, ça n'est pas sérieux. Les gens s'en rendent compte. Nous le dénonçons au quotidien, mais les gens aujourd'hui sont en train de s'en rendre compte. Et c'est tout ça. Il y a un ras-le-bol, il y a un dégoût. Les gens sont dégoûtés. Quelle pourrait être la solution aujourd'hui face à la facture énergétique en Côte d'Ivoire? Bon, vous savez, nous, au niveau du CPR, notre position sur la question de l'électricité est simple. Il faut déjà mettre en place une sorte de tarif social de l'électricité. Ça, c'est notre position. Donc, pour nous, il y a une consommation des bases des ménages. Parce que les gens qui sont dans un pays sont faits quand même pour vivre, pour accéder au bonheur. Ils ont droit au bonheur. Et le minimum qui peut leur permettre de vivre dignement et de manière décente, c'est de leur donner l'électricité, c'est de leur donner la possibilité de transport, c'est de leur donner la possibilité de manger et autres pour vivre. Donc, au niveau de l'électricité, nous disons, c'est quoi la consommation de base d'une famille classique en Afrique? Un père, une mère, 2 ou 3 enfants. Une fois qu'on a déterminé cela, et qu'on a déterminé à quoi cela correspond sous forme de consommation, on fixe un tarif social pour cela. Après, on peut accéder aux exigences du FMI pour dire que ceux qui consomment au-delà du tarif social vont payer plus cher. Mais que tous les citoyens puissent payer ce tarif social, qu'ils l'utilisent ou pas. Ici, ils ont mis la carte Navigo. Ceux qui sont en 5 zones payent le même prix aujourd'hui que ceux qui sont en 2 zones. Donc, il y a une sorte de solidarité autour du transport. Donc, il faut qu'on mette en place une solidarité nationale autour de la question de l'électricité, la question des énergies, pour que ces éléments-là puissent être accessibles à tout le monde. Après, pour ceux qui le dépassent,
on mettra un tarif qu'on peut rendre, qui peut être un tarif élevé, mais ce sera en fonction de la consommation et au-delà de la consommation sociale. Nous, c'est cela notre projet sur cette question. Et je pense que c'est quelque chose de très concret. Vous savez qu'en général, un parti qui est au pouvoir n'applique pas les projets de ceux qui n'ont pas gagné les élections. Est-ce que justement vous comptez vous présenter aux prochaines élections présidentielles? Nous disons que ce n'est pas le fait d'être aux élections ou n'est pas aux élections. Quand nous avons parlé de mise en place de code de déontologie, Ouattara, il a copié. Nous, ça ne nous gêne pas à chaque fois de donner des idées qu'il copie. Ce qui est important pour nous, c'est le bonheur de notre peuple. Est-ce que vous allez être candidat aux prochaines présidentielles en Côte d'Ivoire? Notre parti va, sur cette question, notre parti va trancher en temps opportun. Nous pensons que le parti aura un candidat pour les élections présidentielles de 2020. Le parti fera des propositions parce que nous estimons au niveau de notre parti que beaucoup de nos cadres vivent à l'étranger, ils sont partis pour certains 15 ans, 16 ans. Ils ont vu comment les autres vivent ailleurs et ils voient comment nos compatriotes vivent. Nous estimons que cette vie de souffrance, de misère, d'exploitation, d'abus, de mépris dans lesquels se trouvent nos compatriotes, nous pensons pour nous que ça, c'est leur présent, mais nous voulons que ce soit leur passé. Nous avons fait le tour du monde pour voir des manières de vivre ailleurs. Nous pensons que ces manières de vivre ailleurs, le côté positif qu'on trouve dans ces manières de vivre ailleurs, c'est le futur et c'est l'avenir de notre peuple. Nous viendrons donc proposer à ce peuple de choisir entre son avenir et son passé, mais dans le cadre de notre parti, et c'est le parti qui choisira qui sont ceux qui vont le représenter pour porter ce projet-là. Et donc, ce sera sur tous les axes, sur la question du social, sur la question de l'éducation, sur la question de l'assistance aux Ivoiriens qui sont démunis, qui ne travaillent pas indépendamment de leur volonté, et sur d'autres axes qui sont des axes économiques, le financement du développement, l'industrialisation. Notre parti a en vision, et c'est un de ses projets, de développer le transport entre la Côte d'Ivoire et donc, les régions, donc le chemin de fer, des voies express reliant la Côte d'Ivoire, donc partie d'Abidjan à la Guinée, au Mali, au Burkina Faso jusqu'au Niger, au Ghana jusqu'au Nigeria. Donc ce sont des grands travaux que nous pensons être le futur. Il y a toutes ces choses-là avec d'autres choses que nous voulons pour notre pays qui seront proposées au peuple et le peuple choisira entre son présent, entre son passé et son avenir. Très bien, donc c'était l'invité politique. Nous recevons aujourd'hui Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau, le parti estampillé d'opposition en Côte d'Ivoire, qui était venu nous distiller son analyse sur la situation un peu dramatique en Côte d'Ivoire, où chaque jour il y a des villes qui prennent feu suite à la cherté du coût de l'électricité, et donc d'Abidjan à Bouaké en passant par Yamoussoukro et un peu partout. Vous voulez ajouter quelque chose, je pense? Il faut préciser que nous ne soutenons pas, parce que nous l'avons entendu dire, que nous ne soutenons pas les violences. Nous constatons qu'il y a des violences. Nous constatons que des banques sont cassées aujourd'hui. Mais nous disons qu'il y a eu des chefs de guerre, il y a eu des hommes politiques qui ont cassé des banques en Côte d'Ivoire. Plus de 32 milliards au niveau de la BCAO, Banque centrale de Bouaké, qui ont disparu. En son temps, ils ont remboursé. Nous disons que les primes des joueurs de l'équipe de foot nationale de Côte d'Ivoire, des milliards aussi ont été détournés, rien n'a été fait. Et quand nous voyons dans cette situation de dépravation, de déperdition et de faillite morale que le peuple imite ceux qui le dirigent, nous constatons que bon, voilà, les gens imitent leurs dirigeants, mais cela ne veut pas dire que nous soutenons forcément ce genre de casse. Ce que nous disons, il faut que l'État fasse tout, il faut que Ouattara déjà respecte ses engagements publics sur la question de l'annulation de l'augmentation. Il faut que l'État fasse tout pour donner l'exemple, parce que l'exemplarité est le premier élément dans l'action politique. Merci en tout cas Doumbia Major, merci à nos spectateurs, et nous ne cesserons jamais de remercier le Labo 6 avec l'homme orchestre Antoine Kouré qui est derrière toutes ces machines. Donc comme je l'ai dit, hein, la lumière, le son, les caméras, la régie, et vous allez voir le résultat. Donc nous tenons à remercier tout le monde, nos spectateurs et les militants du CPR. Voilà, du CPR, Congrès panafricain pour le renouveau, et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie.